Merci de rester à notre compagnie. C'est la dernière partie de New World Forum de cette semaine. Stigmatisation des Noirs dans le monde, origine et perspective. C'est le sujet dont nous débattons avec trois personnes ressources. Elmancio Godson, métaphysicien. Docteur Sodjeon Apeti, les médecins, leader d'opinion, promoteur du kémétisme. Et puis Docteur Foli Gada Ekwe, il est historien et politiste. Avant la pause, j'étais en train de vous demander là où les Africains en sont dans leur développement spirituel et politique même. Je voudrais demander aussi à Dr Apeti comment il en est arrivé au kémétisme. Qu'est-ce qui vous a poussé à découvrir vos origines? Mais avant d'en arriver là, peut-être j'ai en duplex de Omaha, dans le Nebraska, aux États-Unis, Albert Kate. Il est leader congolaise aux États-Unis. Avec lui, je voudrais parler un peu du quotidien des Noirs aux États-Unis, ce qu'ils vivent au quotidien. Albert, s'il me reçoit, Albert, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct en duplex avec nous. Racontez-nous un peu. Quand on parle de racisme au quotidien aux États-Unis, vous les Noirs, qu'est-ce que vous subissez? Comment cela se manifeste-t-il? Écoutez, le racisme aux États-Unis, c'est l'actualité. Et disons, le quotidien de chacun, ça dépend de là où vous travaillez et là où la vie vous amène. Vous devez vous attendre à tout moment. C'est pas une bonne chose. Par exemple, moi-même, j'ai été à des endroits l'année passée où 3 fois j'ai été retourné dans les quartiers. Entre-temps, j'étais avec une personne de l'Inde. Eh bien, oui, parce qu'on nous a fait sortir d'un quartier. La police est revenue à quelques temps. Mais bon, là, la police est rassurée que nous devons quitter les lieux. C'est pas négociable. C'est ça. La communauté noire souffre un peu, mais il faut continuer la conversation. Que pensez-vous de ceux qui argumentent, qui disent que ce sont les Noirs qui prêtent le flanc à ces stigmatisations des Noirs qui sont peu sérieux, qui sont dans la criminalité, qui sont dans les petits vols, qui sont dans la drogue? Que répondez-vous à cela? Oui, vous me recevez bien, il y a eu quelques problèmes, vous me recevez très bien. Je demandais ce que vous pensez de ceux qui disent que ce sont les Noirs qui donnent l'occasion aux Blancs de les brimer. Parce qu'ils sont dans la drogue, ils sont dans les petits crimes, ils sont peu sérieux, en gros. Est-ce que vous prêtez le flanc à ces stigmatisations? Bon, il faut dire que les stigmates ont une raison qui retourne un peu à l'esclavage. Mais ce sont disons, des attitudes qui ont été développées par la communauté noire à la suite de certains sévices subis pendant longtemps, de l'injustice sociale qui continue sous plusieurs formes. Mais il faut comprendre quand même que la communauté noire a commencé par s'organiser d'une manière ou d'une autre, à développer par exemple une langue, un langage codé. Mais ce langage n'est pas, par exemple, parlé dans la vie active. Alors, dès que un noir s'identifie avec un style ou un langage codé, il est complètement considéré comme un déviant. Donc, un peu une façon de transcender les mœurs. Alors, il faut comprendre que cela pousse la population à stéréotyper les Noirs et jusqu'à aller à dire qu'ils sont violents. Mais comprenons aussi que habituellement les Africains, lorsqu'ils sont émus, ils haussent le ton. C'est tout à fait normal. Mais dans les valeurs aux États-Unis,
comme plusieurs communautés occidentales, hausser le ton, c'est pas tout à fait acceptable comme à la maison de sa femme. Mais alors, les Noirs ont l'habitude d'exprimer de leur façon, mais ils ne sont pas compris. Alors, lorsqu'ils se retrouvent entre eux, rapidement, tout ça se transforme en violence domestique parce que quelqu'un a appelé la police pour dire que voilà, mon mari crie sur moi ou bien papa crie sur moi et la police vient et ça devient autre chose, ça devient une violence domestique. Alors, quand on parle de violence domestique, c'est des incarcérations arbitraires qui suivent cela. Voilà, parce que la justice rapidement coffre ces Noirs-là. Donc, quand le président Obama était là, vous avez appris, il avait dit qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont derrière les barreaux et à cause de beaucoup de mauvais jugements. Bon, l'effet direct de cela, c'est que dans cette communauté, il y a des parents, beaucoup de parents qui sont derrière les barreaux, même des mamans, et les enfants sont laissés pour compte. Donc, la société est touchée, les générations sont touchées. Et automatiquement, quand les gens sortent de la prison, ils n'ont pas d'emploi parce que c'est la règle, hein, les employeurs doivent avoir le casier judiciaire et automatiquement, bon, c'est difficile de trouver l'emploi. Donc, ça crée la pauvreté. D'accord, on comprend. Une dernière question, Albert, pour répondre rapidement. Est-ce que vous croyez au combat de Martin Luther King et de la suite? Est-ce que vous pensez que le noir, sa situation va changer aux États-Unis très rapidement, en 30 secondes? Quelle est votre conviction sur la question? Est-ce que vous allez réussir à renverser les équilibres là-bas sur place? Oui, suivant le développement, vous pouvez voir qu'il y a un engouement en général. Ce n'est plus l'affaire de l'affaire des Noirs, mais c'est l'affaire de la population. Et dehors même la population, les dedans. Donc, il y a vraiment momentum clair. Mais cette conversation doit continuer. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas pour demain, mais il faut qu'elle continue et que jour le jour, il y a des grands pas qui sont posés. Merci. Merci infiniment d'avoir été en duplex avec nous d'Omaha dans le Nebraska aux États-Unis. Je rappelle, c'était Albert Arcade qui est leader d'opinion de la diaspora togolaise aux États-Unis. Vous êtes doctorant aux États-Unis en administration publique. Merci. Retour donc au plateau. Je reviens à vous, docteur Soteron Apeti. Alors, je voudrais comprendre ce qui vous a amené vers vos sources. Pourquoi vous vous êtes intéressé au Kamit? Qu'est-ce qui vous a appelé? Comment avez-vous été élu? Disons déjà que dans la compréhension africaine, il n'y a pas seulement cette affaire on aurait choisi quelqu'un spécialement qui serait le fils de Dieu, tout ça. Il n'y a pas ça vraiment. Bon. Il y a une forme de vocation aussi, d'appel. Oui, il y a un certain nombre de personnes, que ça soit initialement par votre talent inné ou bien par des initiations. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Qu'est-ce qui m'a amené à retourner un peu en arrière? Parce que je dis, quand vous êtes né, il y a des processus conçus. J'ai suivi un certain nombre de processus. Depuis ma naissance, je peux dire que bon, il y a des choses basiques qu'on appelle le FA. J'ai suivi toutes les initiations qu'il faut jusqu'à faire tout ce qu'il faut. Après, il y a d'autres initiations aussi dans d'autres divinités africaines que j'ai déclinées récemment sur ce plateau. Maintenant, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais aller voir aussi chez l'autre. Et je suis parti. Je peux dire que j'ai fait au moins une dizaine d'années, tout au moins dans l'église catholique. Mais il y a des questions que je me posais. Et je dis généralement aux gens, quand vous allez chez quelqu'un, il ne faut pas aller prendre chez la personne ce que vous connaissez déjà. Le problème dans les spiritualités dogmatiques, c'est qu'on ne vous permet pas de poser des questions. Et quand on ne vous permet pas de poser des questions, vous cherchez les solutions à vos questionnements. Donc, ça m'a fait chercher de gauche à droite. Et je me suis rendu compte à un moment donné que les questions que je posais, ça n'intéressait pas les gens. Parce que ces questions vont en déphasage par rapport à leur vision de comment ils veulent que nous nous comportions.
Et c'est dans toutes ces recherches que je me suis rendu compte que là où je suis parti, je suis mis en position inférieure, tout comme j'ai vu un certain Freud sur lequel on a mis le genou. Je m'amusais à dire que, je dis toujours ça là, il y a quelqu'un hier, quand nous, à un moment donné, on s'agenouille, c'est pour supplier le Créateur. Mais quand il s'agenouille, c'est pour tuer les gens. C'est ce qui est déplorable. Donc c'est tout ça qui a fait que je me suis dit, bon, si je m'avais cherché quelque chose, je veux comprendre des choses et je n'ai pas la solution, l'endroit le plus simple, c'est de revenir à la maison pour mieux comprendre. Et quand j'ai également essayé de fouiller, j'ai compris finalement que tout ce qu'on a essayé de me présenter comme le paradigme qui m'aurait sauvé sont en fait un blanchiment de ce que mes ancêtres ont déjà conçu. Donc, je n'ai pas vu l'intérêt de continuer. Donc, j'ai préféré revenir en arrière, voir comment faire pour redonner la force à ce que mes ancêtres ont déjà fait. Ça ne sert à rien d'aller copier ce qui est déjà chez toi à la maison. Et c'est ce que je m'amuse toujours à dire à la plupart de mes collègues, tout ça, ou bien mes confrères, que si nous voulons demain qu'on nous respecte, il faut que quand nous allions dans une discussion, qu'on apporte quelque chose de nouveau. On ne va pas dire à autrui ce que l'autrui sait déjà. Et ça s'applique dans tous les domaines. C'est-à-dire, si aujourd'hui je donne l'exemple, je vais en Israël pour aller parler de Jésus aux Israélites, on ne va pas, ils n'ont même pas intérêt à m'écouter. Mais si je vais chez eux et je parle peut-être du Dieu de la foudre, c'est ce qu'on lance ça aux gens, c'est pas de la pagaille. Du Dieu de la foudre, ils seront intéressés, ils vont chercher à comprendre. Si je vais en Arabie Saoudite pour aller parler de l'islam, ils vont t'écouter s'ils veulent. Et je constate quelque chose lorsqu'on va généralement à des rencontres internationales. Moi, j'ai constaté que généralement, quand nous, les Africains, on veut présenter, souvent les salles se vident. Je suis désolé de le dire. C'est parce que ce qu'on produit n'apporte pas souvent du nouveau. Donc, le gars se dit, bon, ce qu'il va dire là, c'est même inférieur à ce que je connais. C'est tout ça qui nous oblige à retourner en arrière, à aller se connecter comme les autres disaient. Et moi, il dit, de manière plus simple, ce n'est même pas compliqué de retourner en arrière. C'est parce que les gens veulent être dans ce qu'on appelle le paraître et le plaire. Et c'est ça notre problème. Moi, je l'ai accepté et je sais que ça peut influer de manière négative sur certaines considérations que j'aurais eues si je ne l'ai pas fait. Mais c'est un choix et je sais que petit à petit, on peut peut-être atteindre les objectifs qu'il faut. Ça veut dire simplement, dans la civilisation de la mondialisation, il faut que chacun apporte sa différence, son point le plus fort. Nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. On va leur consacrer une trentaine de minutes, mais avant, si vous voulez bien, moi je voudrais une clarification sur là où en sont les Africains aujourd'hui dans le cycle manasique. Elvancio Gosse. Bon, déjà, merci pour notre ami, pour tout ce qu'il a eu à vivre déjà personnellement. C'est toujours une histoire personnelle qui vous fait repenser les choses. Hein. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ceux-là même qui se disent les plus forts prônent donc des concepts dont ils ne sont pas les auteurs. Vous voyez par exemple un exemple très simple. Vous prenez ce qu'on appelle aujourd'hui la gnose ou la gnose par exemple. Lorsque vous allez leur demander, ils vous diront que la gnose, c'est gnosis, ça vient de la connaissance, du nom latin ou du grec, temps, etc. Ils s'en arrêteront là. Et pourtant, la réponse se trouve dans les traditions de l'Égypte antique. Parce qu'il faut reconnaître que nos ancêtres avaient une relation très intime avec la nature. Et les sons qu'ils ont récupérés, qui sont des consonnes, et qui en fait sont le squelette qu'on appelle aujourd'hui les médionétaires, puisque les consonnes ont pour finalité de tangibiliser l'essence. Parce que quand vous les prononcez, vous rendez l'immatériel matériel. Donc c'est de l'évocation qui vient de la divinité Hu, qui en fait est la divinité de la parole et de la puissance du verbe. Et donc à partir de là, ils ont récupéré par exemple de la divinité Tefnut le son qu'il y a entre la matière lorsque Atum produit l'humidité. Et donc, c'est ce son-là qui va donner également naissance à Isis, d'une certaine manière par hypostase. Et on va retrouver que, en fait, gnose, c'est en fait Isis. C'est-à-dire, c'est tout simplement Isis dévoilé. Il faut le comprendre comme ça.
Il n'y a pas de littérature à faire là-dessus, c'est Isis dévoilé. Maintenant, il faut retourner en Isis pour y voir la Eka, la Maat et tout un ensemble de données que nos ancêtres avaient déjà élaborées. Donc, les gens qui prônent ces concepts-là ne détiennent même pas les fondements des concepts qu'ils prônent. Du coup, c'est de l'illusion. C'est ça que j'appelle de l'illusionnisme. Je suis pragmatique là-dessus. Maintenant, je vais vous dévoiler une autre facette de la chose qui va beaucoup vous horrifier, si vous le permettez bien. En fait, il y a un problème, il y a un mensonge qui est instauré depuis des siècles par l'illusionniste. Ce mensonge est le suivant. Premier mensonge, c'est qu'on nous a menti en nous disant que le temps est linéaire. C'est-à-dire que le temps s'écoule du passé en passant par le présent et en allant vers un futur. C'est ce qu'on nous a vendu à l'école. On s'est appuyé sur un genre de réalisme, c'est-à-dire l'individu naît, il grandit, il vieillit, il meurt. Et donc, on nous a montré que dans un temps linéaire, ceux qui sont dans le présent connaissent forcément plus que les gens du passé, puisque le développement cérébral fera que rien de ce qui est conçu dans le passé ne pourrait échapper à ceux qui sont dans le présent. Dans un concept de temps linéaire, c'est comme ça évolue. Mais l'Égypte a remis en cause ce concept. Parce que jusqu'à présent, comment ont-ils fait? Personne ne sait. Est-ce que vous voyez? Nous avons, après plus de 10 000 années, réfléchi sur les pyramides, mais comment ont-ils fait? On ne sait pas. Et pourtant, dans un concept de temps linéaire, on devrait savoir. Toutes les démonstrations n'ont abouti à rien. Parce que la connaissance qui est là est plus élevée que celle que nous possédons actuellement. Et donc, c'est ça le vrai secret. Je vais vous dire, le temps n'est pas linéaire. Le temps est cyclique. Il faut le comprendre, le temps cyclique. Le temps n'est pas linéaire, il est cyclique. Je vous explique. Je ne vais pas retourner dans les cosmogonies égyptiennes, je vais rester un peu plus dans un savant serbe qu'on appelle Milankovic, qui en fait a découvert 3 paramètres. Le premier paramètre qu'il a découvert, que nos ancêtres connaissaient déjà, c'est ce qu'on appelle le principe d'obliquité de la Terre. C'est-à-dire que la Terre, en fait, quand on trace 2 lignes parallèles entre le Soleil et la Terre n'est pas droite, elle est oblique, elle est penchée. Et donc, il y a un angle qui varie entre 21 et 24 ou 25 degrés par rapport à sa ligne à l'axe principal, imaginaire. Et donc, ce décalage fait que, bon, on peut toujours, d'une certaine manière, voir que la Terre est touchée par le Soleil, d'accord? Et dans cette perspective-là, on a récupéré, Milankovic a compris qu'il y avait un cycle de 40-41 000 ans qui faisait que le déplacement se rapprochait ou s'éloignait, etc. Il a développé un autre concept qu'il appelle le concept d'excentricité de la Terre, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil, mais du fait que la vitesse de la Terre n'est pas constante, il arrive des fois que la Terre s'éloigne, n'est-ce pas, du Soleil et revient, formant ainsi une forme d'ellipse. Voilà, exactement. Du coup, on s'est rendu compte que ce phénomène arrivait approximativement tous les 100 000 ans. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est ce qu'il a découvert, son 3e paramètre, c'est la précession des équinoxes. Exactement. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a un mensonge qui est là. Le mensonge, c'est quoi? La précession des équinoxes montre que l'axe de rotation de la Terre tourne autour de l'axe principal durant une période variable entre 23 à 26 000 années. Mais ce cercle-là qui tourne autour de l'axe principal, qui est l'axe de la Terre, comme une toupie qui tourne autour de l'axe principal, passe à travers ce que nous, les métaphysiciens, nous appelons les aires astrologiques. Est-ce que vous voyez? Les aires astrologiques. Or, une ère astrologique dure approximativement 2160 ans. Et donc, les démonstrations qui ont été faites, c'est que le Sphinx, aujourd'hui, a déjà pratiquement plus de 13 000 années. Pourquoi? Parce que le Sphinx, à l'origine, était la forme d'un lion et représentait naturellement l'ère astrologique du lion. Donc, les Égyptiens de l'Égypte antique avaient la connaissance déjà, il y a 13 000 ans, que nous étions à l'ère astrologique du lion. Mais pour avoir la connaissance de l'ère astrologique du lion, il faut connaître toutes les ères. Ça veut dire qu'ils ont passé déjà 25 000 années
étudier les airs et à commettre peut-être des erreurs. Donc, il faut ajouter un autre 25 000 années. Donc, on est déjà à une humanité qui remonte à près de 60 ou 70 000 années. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité au cours des ères? C'est ça qu'on ne vous dit pas. Monsieur Gilles, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est écrit dans la Bible. Mais on ne vous explique pas comment. Aujourd'hui, vous avez des micros bizarres, vous avez l'ordinateur, vous avez tout ça. Et vous croyez que c'est nouveau. C'est faux, ce n'est pas nouveau. Il y a eu déjà, au cours de ces ères astrologiques-là, les mêmes choses se sont produites déjà de par le passé. Mais oui, c'est ça. Le temps n'est pas linéaire, il est cyclique. Ça vous étonne qu'aujourd'hui des gens vont dans l'espace? C'est vous que ça étonne. Nous, ça ne nous étonne pas. C'est entre-temps, c'est pourquoi il voulait aller dans une certaine dimension, y compris notre ami, qui voulait montrer qu'il y a eu des races, des herbes dans la nuit, entre griffes comme ça, qui sont débarquées. Mais les gens ne vous expliquent pas comment ça fonctionne. Donc ces ères astrologiques-là expliquent que à toutes les fois, à chaque 25 000 ans, nous traversons les mêmes histoires. C'est-à-dire, nous développons des avions, nous développons des navettes, il y a des grandes catastrophes, nous recommençons encore. Ça a toujours été pareil. Ce n'est pas la première fois que les micros existent. Ce n'est pas la première fois que les avions existent. Il faut arrêter de mentir. Maintenant, il y a des gens qui appartiennent à la dynastie de Djibouti, de Thoth, qui en fait détiennent la connaissance et qui la préservent. Et qui constatent qu'à chaque cycle de 26 000 ans et au-delà des grands cycles, il y a eu toujours cette stigmatisation des Noirs. C'est ce qui a permis d'annoncer déjà à l'avance ce qui allait arriver. Parce que lorsqu'on vous parle dans la Bible des chrétiens que le jugement va venir de la lignée de la tribu du lion de David, on vous parle encore de l'ère du lion. De l'ère du lion qui va venir. Mais avant que l'ère du lion n'arrive, il y aura encore des périodes interglaciaires où des destructions vont arriver, où l'humanité va recommencer. Les mêmes cycles. Donc, on n'est pas dans un temps linéaire, on est dans un temps cyclique, il n'y a rien de nouveau. Donc, ces connaissances-là, une fois qu'elle a été connue par ces autres, Hitler même en avait cette connaissance, ils se sont appropriés, ils se sont dit, waouh, ça veut dire qu'en réalité, ces personnes sont toujours les détenteurs de la terre. Et c'est ça qui est dit dans toutes les Écritures. Donc, au lieu de comprendre et de collaborer et de travailler, mais ils font toujours les mêmes erreurs que leurs ancêtres au cours des ères astrologiques passées, depuis des millions d'années. Parce que la datation même de l'existence de la Terre est fausse. Je vous assure, elle est complètement fausse. Du coup, ça a toujours été répétitif. Donc, on est dans un cycle répétitif. Il est temps que les Africains connaissent ça, que les Africains sachent que tout ce qui se passe là a toujours été, et que ça a été annoncé, et que c'est ça la réalité. Et que la solution exactement existe. Donc, tant que vous ne maîtrisez pas ces connaissances-là, il vous est difficile de comprendre la raison d'être de leur agir. Vous voyez, parce qu'eux, ils savent, ils ont compris. Donc, ils anticipent. Vous pensez que le confinement a commencé aujourd'hui? Ils ont toujours confiné les Noirs. Toute la politique, toute l'économie, toute l'éducation, ce sont des systèmes créés, promulgués pour le confinement des Noirs. Les Noirs ont toujours été confinés, contrôlés, mesurés, identifiés. C'est-à-dire, ils ont mis toute une armada de gestion de la chose noire pour que ça ne dépasse jamais le seuil du non contrôlable. Nous sommes leur problème. Et ce n'est pas la première fois. Leurs ancêtres le savaient et leur ont légué ce legs-là pour qu'ils savent que ces gens, à toutes les fois, à toutes les ères astrologiques, ils ont toujours été là. Mais nous, on part, on n'est plus là. Il faut trouver une solution. Mais ils ne trouveront pas la solution parce que la solution ne dépend pas de nous. Monsieur, je vais vous dire une vérité métaphysique. Si aujourd'hui on ramassait tous les Noirs de la planète Terre, d'accord, et qu'on les sortait de la Terre, et qu'on les envoyait sur une autre planète, et qu'il n'y avait même plus un seul Noir, ni un seul Africain noir de toute la planète Terre, l'humanité va s'éteindre. Allez écrire ça quelque part. Il m'a coupé la parole. Nous sommes les mecs de cette station. Non, mais c'est une manière de dire simplement que il y a un équilibre
que nous apportons de par notre existence, et ça se fait à l'effet papillon. Mais ils le comprendront après. Donc on n'est pas une race, nous sommes la substance noire. Il faut que maintenant les Africains le sachent. Et ça, c'est la vérité fondamentale. On ne va pas rentrer dans une guéguerre de race. Non. La mère couleur ne lutte pas contre les couleurs. Elle sait ce qu'elle est, point barre. Les autres n'ont qu'à se débattre, à combattre entre eux. Voilà. Nous allons commencer par répondre à quelques téléspectateurs. Excuse-moi, ça m'arrive de chauffer, quoi. 91 62 16, 91 62 16. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va prendre... alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pensez-vous que le noir est doté d'une richesse naturelle indéniable, ce qui suscite chez d'autres, c'est-à-dire les blancs, une jalousie, une haine, pour être traité comme nous voyons aujourd'hui dans le monde? Exemple, le Covid-19 a décimé plus de blancs que les noirs, ce qui démontre cette richesse a résisté à tout. Docteur Ekoui. Bon, je crois que la réponse à sa réflexion, c'est une réflexion, se trouve déjà dans le développement que nous avions eu tout à faire ici. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'utile à y ajouter. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, on va prendre une autre interrogation. 97 42 93. 97 42 93. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le premier homme est apparu en Afrique, plus précisément en Éthiopie, indique l'histoire africaine et même la mythologie grecque. Donc, c'est pour des raisons de migration que des hommes se sont retrouvés en Europe et dans les autres continents. Ne sont pas les phénomènes climatiques perpétués pendant des milliers d'années qui ont modifié la génétique et donc la peau noire en peau blanche. Elmancio Corso. Non, moi, c'est à l'historien de... Bon, vous savez, il y a toute une école. Toute une école, l'école de Lamarck en France. Même une certaine école née du darwinisme qui a développé cette théorie que beaucoup d'intellectuels d'un certain niveau, intellectuels africains d'un certain niveau aussi répètent. C'est-à-dire que la problématique, c'est celle-là de l'origine des leucodermes ou des autres variantes humanoïdes. Et les gens se disent que c'est parce qu'il y a eu des migrations hors d'Afrique durant la glaciation, notamment de Wurm, qui a duré 100 ans, un siècle, n'est-ce pas, que les Homo erectus, parce que nous sommes dans la phase de l'Homo erectus, devenus des Cro-Magnons, parce que les hommes d'Orinas, n'est-ce pas, ou bien d'Aurignac, sur un site en France, que les Cro-Magnons sont apparus et que ces Cro-Magnons vont subir une mutation due au climat qui était, la température qui était rédhibitoire. Alors, moi, je me dis que il n'est pas possible, du point de vue scientifique, que l'on démontre une mutation génétique à partir d'observateurs humains. C'est-à-dire qu'il faut un observateur qui ne soit pas humain pour nous démontrer que sur 5000 ans, un homme noir est devenu blanc par l'effet du climat. Alors, vu que les techniques dont nous disposons en histoire ne permettent pas à l'état actuel de la connaissance d'observer ou de démontrer l'observation d'un phénomène dans une diachronie si longue, je me désolidarise de cette thèse. Que l'on nous démontre comment le climat arrive pendant 2000, 3000, 4000, 5000 ans à modifier à ce point les gènes des humanoïdes. Nous sommes tous d'accord que le climat a des effets mutants sur les phénotypes. Couleur des yeux, couleur de la peau, nous sommes au niveau phénotypique. Mais à partir de quelle incidence climatique les transformations, les mutations quittent le phénotype pour rentrer dans le génome? Ça, je ne suis pas capable de le dire. Je crois, et certains scientifiques européens aussi le savent, que l'émergence de l'homme, le leucoderme de l'homme blanc, est due à des mutations
génétiques provoquées, je ne dirais pas plus, pas à des mutations génétiques dues au climat, ce qu'aucun observateur humain, historien ne peut démontrer. 99 57 13, 99 57 13. Que pensez-vous de ces grands pasteurs qui font alors des miracles au nom de Jésus dans les églises dites du réveil, alors qu'avec nos connaissances endogènes, on semble ne pas pouvoir faire autant? Docteur Appetit. Bon, question, je peux dire à double tête. Tout d'abord, bon, moi je dis généralement aux gens, ça dépend de ceux qui croient véritablement au miracle. Moi je ne crois pas trop à la manière dont me présenter les choses pour dire que c'est un miracle. Parce que moi je dis, comment je considère un miracle. Si je me couche aujourd'hui, demain matin je me réveille alors que nous ne sommes pas réveillés, je peux supposer que c'est déjà un miracle. Maintenant, pour aller au fond, je viens toujours en arrière, que ces pasteurs fassent des miracles, des soi-disant miracles. Beaucoup que je connais, puisque je suis ici quand même d'une famille où de tous les côtés, ils sont dans la tradition, beaucoup viennent prendre les pouvoirs. Donc, je ne compte pas sur ce que le pasteur a fait comme étant véritablement du vrai. Ils viennent prendre les pouvoirs. Moi, je me rappelle de mon grand-père maternel qui dit que le bœuf que tu as vu là-bas, là, j'étais le nom du pasteur. Et que c'est lui qui a amené le bœuf là pour faire les cérémonies au Diatroqueta. Donc il nous disait que moi, si quelqu'un veut aller à l'église, il peut aller, lui n'a rien contre. Le vrai problème de l'Africain aussi, c'est ça. On croit à des superstitions qui ne veulent rien dire. Quand vous allez, par exemple, chez nous au village, vous allez, les gens ont des maladies, les gens tombent malades, on fait d'autres cérémonies, les gens là reviennent, ils sont en bonne santé. Mais on ne va jamais voir ça comme étant quelque chose de positif. Il suffit qu'un pasteur aille voler ça. Et ils viennent, ils parlent d'un certain qui n'a aucun lien avec lui. Quelqu'un qui vient d'un peuple, qui veut tous les jours que vous soyez des sous-hommes. Et puis, ce monsieur-là va servir d'intermédiaire pour que toi, tu reviennes en vie, pour venir combattre ses descendants. Je suis désolé de le dire, mais pour ma part, tout ce qu'on appelle le miracle, là, je dis aux gens, ceux qui disent qu'ils croient au miracle, je dis généralement, bon, je trouve un paludisme, on fait la bouteille qui est négative, tu es itérique, tout ça là, je te dépose, on ne te fait aucun soin. Puis je sais que chez moi au village, quand vous êtes malade, on veut vous soigner, on vous soigne sur au moins 3 plans. C'est-à-dire, on peut faire les cérémonies comme prière, tout. On prépare toujours quelque chose. Ça peut être les herbes, tout ça là. Et je suis convaincu que tout ce que j'utilise à l'hôpital, c'est pas trop différent de ce que les autres utilisent sur le plan traditionnel. Quand on parle de toxicité ou tout ça là, il y a toujours ça aussi dans les médicaments occidentaux. Le miracle pour moi, sans intervention d'autres paramètres, pour moi, ça n'existe pas. Bien, je veux qu'on amène un fou vrai, on le dépose devant un pasteur et qu'on vérifie que ce pasteur n'a pas d'autre pouvoir et qu'il guérisse, on va voir. Donc, il faut que l'Africain quitte ses affaires de miracle. Le miracle, le miracle, pour ma part, c'est un moyen pour abrutir les gens qui ne veulent pas comprendre loin. Docteur. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Il y a un passage dans le livre de Jude où on dit que Jude dirait que il faut être prudent lorsqu'on commence par jeter des pierres au Satan, au Shaitan, qui n'est pas le diable ni l'adversaire, mais qui est une entité qu'on peut localiser, qui n'est pas de l'ordre de la source, une entité comme nous, qui existe, qui constitue une puissance. Ce n'est pas le mal. Parce que si le Satan, le Shaitan lui-même, peut faire le mal, c'est qu'il est soumis au pouvoir du mal. Donc le mal est une essence, comme le bien, qui dépasse celui qu'on appelle Satan et qu'on stigmatise comme étant la source du mal. Il existe les capacités spirituelles de transformation de la matière. Il existe une myriade d'entités, d'esprits, de forces de vibration qui peuvent modifier la matière. C'est-à-dire, je définirai le miracle ainsi. Un processus matériel qui défie
les règles de la mécanique. Alors, que ce soit auprès des couvents, des tradis praticiens, que ce soit dans l'ésotérisme classique ou néoclassique, il y a des invocations, il y a des esprits qui peuvent transformer la matière. Ce que les pasteurs font, il y a des pasteurs qui exercent leur pensée. Parce qu'un yogi vous dira tout de suite que la constellation de l'énergie humaine en termes de pensée à laquelle on transmet une volonté peut transformer la matière. Au-delà de tout égrégore auquel on se connecte. Je répète, si vous avez une forte capacité de concentration, vous, et vous désirez quelque chose intensément, votre énergie propre en tant qu'entité peut produire ce changement. Donc, ce qu'on appelle miracle, pour nous, c'est banal. Le pasteur qui dit qu'il guérit quelqu'un au nom de Jésus, ou au nom de Jésus-Christ, ou au nom du Christ, ou au nom de quelque chose, nul ne peut savoir l'entité qui intervient. Mais c'est possible que, de mon point de vue, qu'en exerçant la pensée, même si vous dites au nom de Kofi, vous puissiez transformer la matière. Je vous citerai la littérature kibanguiste. Dans les années 1880, Kibangu va naître après 1900. Et dans les années 1880, au Congo, on a ressuscité des filles, on a guéri des malades avec le nom de Papa Simon Kibangu, avant qu'il ne naquît. Ce sont des données, en tant qu'historien, je dois restituer. Donna Kimpavita, qui va combattre les Portugais au XVIe siècle, dira, lorsqu'elle sera crucifiée sur une bûche de feu par les missionnaires et les initiés envoyés, vous savez, après la convention de Valladolid, on a envoyé, je ne rentre pas dans ça, cette femme a dit qu'un grand initié viendra des étoiles, son nom sera Kibangu, et il vous apportera un message qui vous éclairera pendant des siècles. Alors, nous sommes dans un domaine où des noms de certaines entités peuvent, si vous les invoquez avec une certaine concentration, produire des transformations de la matière. J'ai voulu restituer ce fait. Mathieu Goldson a certainement beaucoup de choses à dire à propos, mais bon, il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Peut-être je vous adresse une question et vous allez profiter pour répondre à tout ce qui a été dit. 90, 61, 27. 90, 61, 27. Qu'est-ce qu'il nous dit? On ne stigmatise pas les Noirs. Les Noirs se stigmatisent eux-mêmes. Ils ont honte de leur nom, de tout ce qui vient de chez eux. Pire, si vous n'êtes pas musulman ou chrétien, vous êtes Satan. Hein? Comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous-même, vous ne vous respectez pas tant qu'on continuera par adorer les dieux des autres? Le pire même est devant nous. Il y aura beaucoup d'autres George Floyd. Mathieu Goldson. Alors, qu'est-ce qu'une identité culturelle? Une identité culturelle, c'est juste un mot pour désigner le fait que nous sommes constitués d'entités sources, d'entités souches, qui sont propres à notre dimension de vie, à notre mode de vie. Donc, tant que effectivement cette divinité-là, ces principes ne sont pas appréhendés et reconnus par l'Africain lui-même, donc l'Africain n'a pas d'identité. Donc, il faut qu'il se reconnaisse à ses propres identités. Une identité n'est pas une unicité, même si c'est une unicité, derrière ça, il y a une multiplicité. Et la multiplicité identitaire, qui en fait l'unité identitaire, n'est rien d'autre que la somme de ces nétéros-là, ou de ces nétères, de ces divinités, de ces entités, qui constituent son patrimoine spirituel, égrégorique, génétique, tout ce que vous voulez. Et donc, il est important qu'on puisse faire la technique de l'ouroboros à l'Africain. C'est-à-dire qu'on puisse permettre à l'Africain de se recentrer sur lui-même et de se mordre la queue. C'est simplement en se mordant la queue, comme l'a fait le Noun, comme l'a fait Atum, parce que vous savez, la divinité Atum, il s'est auto-généré lui-même.
Et pour générer, disons, l'Énéade, il s'est masturbé, il a pris sa propre semence qu'il a avalée et qu'il a restituée, expectorée sous forme de chou et de tefnout. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un principe fondamental qui consiste en agissant sur soi-même d'une certaine manière, comme le fait toute essence, pour rester autonome et souveraine dans sa propre identité, de retrouver cette connexion à nous-mêmes. Et cette technique n'est plus perdue aujourd'hui, elle existe, puisque nous sommes connectés, justement. Alors, pour revenir à ce qui se disait tantôt, je vais vous le préciser. Vous savez, le principe est simple. Le tout est esprit, l'univers est mental. Le mental est en réalité, ou le mana est en réalité, la capacité, et ça contient toute possibilité, la capacité de convertir l'esprit en des formes les plus diversifiées et de dédensifier la matière. Voilà. Donc, il y a une forme de densification et de dédensification de la matière. En fait, si on peut parler de miracle, c'est à ce niveau que ça se trouve. Et ce n'est ni lié à Bouddha, à Jésus, à Mahomet, ni à personne du tout. Le reste, c'est des subterfuges, tout simplement. Donc, notre esprit possède la capacité innée de pouvoir interagir dans un état frontalier entre l'essence et la substance et de changer l'essence en l'imatière en matière et la matière en imatière. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on connaît aujourd'hui en alchimie. Donc, ce n'est pas, c'est pas nouveau. Donc, on n'a pas besoin de Jésus, de Mahomet, d'externe pour le faire. Il faut que ça se comprenne vraiment. On peut dire, comme il le disait au nom de Kofi, si en fait Kofi représente un idéal, un paradigme éthique, moral assez fort, inspirante, ben, ça peut le faire avec lui. Donc, voilà. Ils sont très, très nombreux, hein, nos téléspectateurs, à vous poser des questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on promet revenir sur le sujet parce qu'il est intéressant. Adjete voudrait savoir si vous avez des écoles dans lesquelles il peut se faire former. On nous écrit du Bénin aussi, 97, 89, 97, donc précédé du 229. 97, 89, 97, qu'est-ce qu'il nous dit? Un documentaire sur Internet dit que la construction des pyramides a été rendue possible par l'assistance des extraterrestres. Que disent nos amis sur cette vérité, enfin, sur le plateau? Bon, il s'agit d'une déclaration qui est tirée d'une source. De mon humble avis, il serait nécessaire que nous examinions la source, le document vidéo, les éléments que le réalisateur a présentés pour démontrer. Je pourrais juste dire que le mot extraterrestre ne fasse pas impression. Nous sommes tous sur des planètes. Ceux qui ne sont pas ici sont des extras. Et nous sommes des extras par rapport à d'autres planètes. Et nous savons tous que les formes d'énergie proviennent de partout, qui peuvent se densifier dans des corps et pour nous apporter de la connaissance. Le même Osiris. L'histoire d'Osiris nous montre qu'il est venu, et il est venu avec un patrimoine scientifique qu'il a transmis avant de partir. Donc, il n'est pas exclu que certaines connaissances qui ont été employées par nos ancêtres les Égyptiens leur aient été transmises par des entités venues de la Terre ou de l'espace. Il n'est pas exclu, mais je crois qu'on doit voir le document pour comprendre et pour répondre. Tout à fait, rapidement. Bon, parce que ce qu'on peut dire simplement par rapport à ça, ceux qui inventent ces concepts, en fait, c'est des gens qui font partie de ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à comprendre que l'homme noir puisse construire des pyramides, des merveilles de ce genre. En fait, c'est ça. Dans ce type de documentaire, j'ai vu, ils ont dit, c'est les extraterrestres qui sont descendus, après ils ont confié l'entretien aux Égyptiens. D'autres ont même attribué ça au passage des Juifs, des Israélites en Égypte, que c'est eux qui ont connu. Mais la question, comment je leur pose, je leur dis, mais si tu sais fabriquer quelque chose, pourquoi chez toi, on ne trouve pas ça? Je rappelle que la tour Eiffel, pour construire ça, ça a coulé 20 fois. Les barres de feu ont coulé 20 fois. Maintenant, les briques, là, il faut voir. Donc, c'est juste des choses pour pouvoir... On a même dit dans un documentaire comme ça que c'est les Atlantides qui sont venus construire les choses là-bas. Alors que ce n'est même pas à démontrer. Parce que quand vous rentrez dedans, vous voyez beaucoup d'éléments qui prouvent que c'est ces négrios,
C'est ces nègres qui ont construit. Il faut qu'on accepte à un moment donné que l'énergie première est généralement plus intelligente que la plupart des autres énergies. Ce n'est pas une affirmation, il faut que les gens acceptent. C'est une démonstration. C'est ça. Vous avez chacun 30 secondes pour conclure sur cette question 99, 57 et 13. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'hypnose a-t-elle une relation avec nos savoirs endogènes, nos savoir-faire endogènes? Que pourrions-nous faire pour pouvoir apporter un plus à l'énergie mère qu'est la couleur noire? 30 secondes chacun, qui voudrait commencer. Bon, je pourrais commencer, rompre la glace. Moi, j'aimerais dire ici que nous ne sommes pas dans un processus d'idéalisation du Kamit. Exactement. L'élection, ou bien le fait d'être mis à part avec une mission d'ordre planétaire, répond à des critères, répond à l'observation de certaines lois. On ne peut pas prétendre ou on ne peut pas être une nation qui va renaître ou une nation forte en ne suivant pas les préceptes des anciens. Il n'existe pas de fatalité, de renaissance fatale. Il n'existe pas de renaissance don qui est donnée, qui est gratuite. Les Africains doivent savoir que à partir de l'instant où on ne fait pas des efforts pour rentrer en harmonie avec les lois, pour rentrer en harmonie avec l'équilibre cosmique, on a beau être des mélanisés, on serait à la traîne de l'humanité. Merci. Merci. Je promets une émission sur les préceptes des anciens. Je promets vous faire revenir sur ce plateau pour décortiquer ce nouveau thème. Merci de votre participation à cette émission. Oui, c'est promis. Vous reviendrez très bientôt.